santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Au sommaire, de nouveaux points de coopération en discussion entre le gouvernement togolais et la République fédérale d'Allemagne au profit des populations togolaises. Dans ce journal, nous vous proposons les axes abordés dans les moindres détails. Nous allons aussi vous présenter le tableau du plan local d'urbanisme des communes AV2 et ZIR2, fruit du travail des experts pour donner un nouveau visage aux communes du Togo. Nous serons conviés dans ce journal. Sa nomination est enfin validée par le Sénat américain, faisant d'elle la toute première femme black à siéger à la Cour suprême des États-Unis. La confirmation de Ketanji Brown Jackson est une victoire politique pour les démocrates. Voilà pour le sommaire. Place maintenant aux 20h. Akara, le chef de l'État-fort Sozimnania Singbe, a ouvert ce jour les travaux du premier séminaire gouvernemental de l'année 2022. Au cours des travaux, il sera question d'évaluer l'avancement des projets et actions prioritaires de la feuille de route gouvernementale, sans oublier l'examen des travaux d'urgence en cours dans le cadre du plan d'urgence dans les savanes. La couverture santé universelle, l'accès à tous à l'électricité, à l'eau potable et à l'assainissement seront également revisités. Enfin, l'équipe gouvernementale aura examiné les progrès réalisés et les défis à relever à travers plusieurs projets pour ainsi satisfaire les besoins et attentes des populations togolaises. Comme annoncé en début de cette édition, le gouvernement togolais discute avec son partenaire de la République fédérale d'Allemagne des contours d'une nouvelle collaboration. L'Allemagne, sur la base des résultats positifs enregistrés par le Togo, s'engage à décupler ses offres et accompagnements pour la réalisation des projets de développement. Ce dialogue intervient un an après la mise en œuvre des réformes. Le résumé de la rencontre avec Ekwissala. D'un côté, les membres du gouvernement. De l'autre, la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Les deux parties engagent le dialogue sur les trois axes prioritaires de leur partenariat sur les réformes. Climat des affaires et d'investissement, transformation agroalimentaire, bonne gouvernance et développement des territoires notamment. Je peux aujourd'hui aussi faire un bilan positif de la mise en œuvre de notre matrice de réforme et aussi sur le mise en œuvre de nos projets communs que nous avons discutés l'année dernière. Nous partageons votre préoccupation concernant les défis particuliers auxquels nous sommes confrontés au nord du Togo en raison de la menace d'extrémisme et nous sommes ouverts à la discussion comment nous pouvons aussi soutenir le Togo de lutter contre cet extrémisme. Les débats ont abouti à d'autres engagements vis-à-vis de l'Allemagne. Plusieurs secteurs sont concernés. Nous avons, au niveau du gouvernement togolais, estimé qu'aujourd'hui, il faut renforcer la production agricole avec une intervention beaucoup plus soutenue dans l'irrigation, mais également dans la transformation agro-industrielle et aussi la décentralisation que la partie allemande a saluée, appréciée. Elle est jeune, mais elle est dynamique. 100 millions d'euros, soit environ 65 milliards de francs CFA, sont mis à la disposition du Togo dans le cadre de ce partenariat stratégique. Le pays compte sur de nouveaux contrats avec l'Allemagne pour poursuivre les chantiers. Ce tour d'horizon de notre coopération est une satisfaction pour nos deux pays et principalement pour le Togo. C'est pourquoi je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimnania Singbe, et de l'ensemble du gouvernement, réitérer notre gratitude à la République fédérale d'Allemagne pour ses appuis multiformes aux actions de développement de notre pays. Je saisis également l'occasion pour remercier et féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre des réformes ainsi qu'à la réussite de ce dialogue. Les nouveaux projets d'engagement discutés à ces assises
seront soumis pour adoption lors des prochaines négociations intergouvernementales à Berlin. Rencontre prévue pour le deuxième semestre de l'année 2022. La gestion des crises de toutes sortes dans la zone portuaire sera désormais des acquis pour les acteurs opérant dans le secteur. Après 5 jours de formation sur des pratiques de base, les séminaristes repartent avec des éléments et des connaissances pour désarmer toute situation de crise dans la zone portuaire. Plus de précisions dans ce reportage. Ils repartent bien aguerris des techniques de gestion des risques et des crises dans leur environnement professionnel. Ces cadres en installation portuaire sont aptes à intervenir sur les sites sensibles et à se protéger des menaces susceptibles de les affecter. En toute crise, surtout parlant de la zone portuaire, ces crises le plus souvent impliquent les produits ou bien les marchandises dangereuses. Et étant spécialiste de ces questions de marchandises dangereuses, ça a été vraiment d'un appui, je peux dire, très satisfaisant. Je sors aujourd'hui très réconforté sur ces aspects qu'il faut ne jamais oublier de prendre en considération quand on parle d'un incident au port. Nous avons pu dispenser une formation à la gestion de crise qui prenait plusieurs étapes, qui étaient la construction d'une équipe de crise avec de nouveaux participants et qui n'étaient pas formés à la gestion de crise avant et qui ont pu s'intégrer dans le dispositif existant. Nous avons abordé une partie de communication de crise, puisque la communication aujourd'hui est indispensable en situation de crise, et nous avons fait des exercices de média training. Une bonne gestion des risques et crises éventuelles nécessite la diligence, la patience et la coopération entre tous les acteurs de l'action de l'État en mer. Lorsqu'on voit ce qui se passe au-dessus de nous, au Sahel. Et donc, il faut anticiper. Et c'est pour cela qu'il faut former les administrations à cette gestion de crise. Et le conseil que je leur donne, tout n'est pas de dire j'ai mon diplôme. Il faut s'entraîner et il faut s'exercer pour être professionnel et être à la hauteur lorsqu'il y aura une crise. L'initiative vient du port autonome de Lomé à travers le projet WECAPS, une manière pour assurer davantage la sécurité à tous ses agents. Les communes du Togo vont désormais connaître un nouveau look à terme d'urbanisme. Un document étudié, planifié, qui propose un plan d'aménagement raisonnable a été proposé aux différents acteurs pour apporter des éléments d'appréciation. Le document qui servira de guide a pris en compte dans les études les communes en V2 et ZIO2. Abidé Yassimi. Un diapo qui retrace ligne par ligne les plans locaux d'urbanisme des communes ZIO2 et AV2. Des travaux de plusieurs mois réalisés par des spécialistes pour mieux réorganiser et mieux planifier l'aménagement de ces deux communes. La première est soumise aux différents acteurs pour amendement. La première phase consiste à aller sur le terrain, faire des enquêtes, faire de la cartographie, parce que pour pouvoir faire une projection sur 25-30 ans, il vaut mieux maîtriser ce qu'il y a sur le terrain aujourd'hui. Donc c'est au terme de cette première phase-là, qui est la phase de diagnostic de l'existant, que nous sommes en train de partager le diagnostic avec eux, afin de l'améliorer, de l'amender éventuellement pour avoir un diagnostic conforme final qui nous permettra d'asseoir la phase de projection du plan d'aménagement. Un pas de plus pour venir à bout de l'occupation anarchique de l'espace. Pour le ministère de l'Urbanisme, la voie est toute tracée pour ainsi rendre les deux communes attractives. Ces deux communes composent ce que nous appelons en termes urbanistiques la couronne urbaine du Grand Lomé. Et nous savons tous la pression anthropique que le Grand Lomé exerce sur l'espace environnant. Et il importe que des travaux d'anticipation soient réalisés en vue de mieux coordonner l'occupation de l'espace périurbain. Avec un plan local d'urbanisme, eh bien, on va procéder à des zonages pour que l'occupation de l'espace soit cohérente et destinée à des activités bien précises. Après les communes ZIO2 et AV2, le projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme va être dupliqué au reste des communes du Togo.
Avec les communes du Togo et leur plan de développement, il faut rapidement mettre en place un fonds régional des collectivités locales. Une idée qui est en projet et qui suscite déjà beaucoup d'intérêt au niveau de certains acteurs qui ont d'ailleurs initié une rencontre pour définir les priorités. Le point de la rencontre avec Karine Olalo. L'agrandissement de nos villes fait naître des besoins en termes d'infrastructures sociales. Il urge donc pour les États de trouver des financements pour le développement des collectivités. Ces différents acteurs financiers réunis réfléchissent ainsi sur la création d'un instrument de financement des villes en Afrique de l'Ouest. Les enjeux sont multiples. C'est faire en sorte que nos collectivités soient viables, qu'ils puissent porter un développement durable. Faire en sorte également, dans le cadre d'une mutualité, que le secteur privé puisse intervenir au sens large. Le secteur privé local, le secteur privé national, les banques, le consortium de partenaires. Il est important de savoir qu'est-ce qu'on veut financer d'abord. Et qu'est-ce qu'on veut financer? Je pense que les villes de taille intermédiaire, les petites infrastructures, c'est-à-dire des infrastructures, des marchés, des zones de stockage, ce sont des choses qui sont essentielles et que c'est de ces investissements que l'on veut faire. La création du Fonds régional des collectivités locales pourrait être très bénéfique pour le Togo. Nous avons beaucoup de projets préparés, mûrs, qui nécessitent d'être financés. Avoir accès à un fonds de cette envergure permettra de trouver les ressources financières nécessaires à conduire les politiques de développement. Et au-delà de ça, je pense que nous pouvons faire 10 fois plus, faire mieux. Quand on a l'argent pour pouvoir adresser et créer les infrastructures nécessaires, je pense que le développement va beaucoup plus vite. L'UEMOA et le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, sont les initiateurs de ce projet de création du Fonds régional des collectivités locales, une première en Afrique. Et parlant toujours des communes, 4 dans la région centrale se mettent en synergie pour faire face au changement climatique. Ces communes, au-delà de leur propre initiative et actions de lutte, ont aujourd'hui le soutien de l'Expertise France, les grands as de ce partenariat avec Désiré Alloy. Progressivement, la Convention des MEG pour l'Afrique subsaharienne vient en appui aux 4 communes de Tchaoudjo avec le soutien de l'Expertise France dans l'élaboration de leur plan d'action pour l'accès à l'énergie durable. La première phase d'études diagnostiques clôturée fait place à la deuxième phase qui entend impulser une dynamique dans la prise de conscience des changements climatiques et d'épuisement des ressources. Donc c'est un projet qui travaille sur la planification climat-énergie dans les collectivités territoriales et dans le cadre duquel aujourd'hui nous organisons un atelier de lancement pour la phase de concertation et de consultation de la population qui a lieu dans le cadre de l'élaboration du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat des 4 communes de la préfecture de Tchaoudjo. Les effets du changement climatique sont déjà palpables aujourd'hui, donc il y a tout à fait cette urgence. Les communes à la recherche d'un futur durable pour les villes. L'action vise donc la construction d'une base scientifique et objective, une vision, démarche collective pour avoir une stratégie à appliquer. La deuxième phase là, qui va durer 6 mois, donc c'est à travers elle qu'on va voir ce qu'on a constaté. On a vu que l'agriculture était négativement touchée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que nos populations aussi lointaines continuent pas à faire de l'agriculture, mais de façon plus rationnelle, qui ne détruit pas davantage le climat. Quelles activités parallèles qu'il faut faire, donc c'est tout ça là que la seconde phase là va identifier. Tous les points focaux des 4 communes de Tchaoudjo s'attellent à cet exercice pour relever les défis relatifs à l'accès à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, des enjeux préoccupants. L'actualité hors du Togo, le Sénat américain a validé la nomination de l'Afro-américaine Ketanji Brown Jackson comme juge à la Cour suprême. Un événement historique, une victoire politique pour le président américain. Reportage. Un selfie avec le président pour célébrer son accession à la Cour suprême. Le Sénat américain a voté. Ketanji Brown Jackson deviendra fin juin la première femme noire à siéger à cette institution. On this vote,
The ayes are 53, the nays are 47, La nomination and this est nomination is adoptée. confirmed. 3 élus républicains ont voté avec la majorité démocrate. Kamala Harris, qui présidait la séance, a qualifié d'historique la nomination de la juriste afro-américaine de 51 ans. Lors de son audition devant les parlementaires, l'opposition a tenté de décrédibiliser Ketanji Brown Jackson. En cause, ses activités passées en tant qu'avocate, elle est accusée d'avoir été excessivement clémente avec les criminels. En choisissant cette diplômée d'Harvard, Joe Biden apporte une touche progressiste dans une Cour suprême largement dominée par les conservateurs. Sur 9 juges, 6 ont été nommés par les républicains, dont 3 pour le seul mandat de Donald Trump. La désignation d'une femme noire à ce poste était une promesse de campagne du président. Elle est aussi un symbole fort. Je suis portée ici par des générations d'Américains qui n'ont jamais eu accès à de telles opportunités. Portée par mes grands-parents qui n'ont, eux, eu droit qu'à une éducation primaire, mais qui ont inculqué à mes parents l'importance de l'éducation. Et grâce à mes parents, qui étaient premiers de leur famille à pouvoir aller à l'université. Ketanji Brown Jackson remplace le magistrat Stephen Breyer, 83 ans, nommé par le démocrate Bill Clinton. La Russie continue de payer son invasion en Ukraine après la vague de sanctions et autres mesures fortes. Le pays est aujourd'hui suspendu du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Reportage. Début du vote, l'Ukraine et la Russie défendent chacune leur position. Presser le bouton non, c'est faire apparaître un point rouge sur l'écran. Rouge comme le sang des vies innocentes qui ont été perdues. Nous rejetons les fausses allégations fondées sur des événements mis en scène. Après la découverte des atrocités commises par l'armée russe dans la ville ukrainienne de Boutcha, l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie jeudi pour décider d'exclure ou non la Russie du Conseil des droits de l'homme. Une résolution adoptée à la majorité des 2 tiers et aussitôt dénoncée par Moscou. La Russie considère qu'il s'agit d'une mesure illégale aux motivations politiques. Parmi les États membres, 93 ont voté pour cette exclusion de la Russie. 24 ont voté contre, comme la Syrie, la Chine et Cuba, alliés de Moscou, et 58 pays ont eux choisi de s'abstenir. Je ne me soucie pas des abstentions. Ce qui m'importe, c'est que la Russie soit suspendue. C'est un soulagement pour le Conseil des droits de l'homme et je suis satisfait du résultat. Un seul pays avait jusqu'ici été exclu du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Libye, en 2011, lors de la violente répression des manifestations sous le régime de Mouammar Kadhafi. L'organisation, créée en 2006, siège à Genève, en Suisse. Elle compte 47 États membres élus pour 3 ans. Le Conseil des droits de l'homme ne peut pas prendre de décisions contraignantes, mais il examine régulièrement le respect des droits de l'homme dans les pays membres de l'ONU et peut demander l'ouverture d'une enquête lorsqu'il constate des violations du droit international. En bref, en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo était ce jour à Djouekoué, 11 ans après les violences qui ont marqué cette communauté. Une visite de compassion saluée par les habitants sur place. L'actualité au Togo est aussi marquée par cette mobilisation des promoteurs agricoles qui ont décidé de sauver la production du manioc de potentiels virus. Et oui, la culture du manioc mal entretenue est ravagée par une maladie. Et je ne vous en dis pas plus. Les détails de cette campagne de lutte dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest avec Elia Banyandao. Du gari, du tapioca et même les feuilles consommées parfois comme légumes sont entre autres produits dérivés du manioc. Sa culture, qui nourrit plus de 800 millions de personnes dans le monde, est infectée par un virus, WAVE, où le Centre régional d'excellence propose des solutions pour y faire face. Il sensibilise les producteurs de la filière manioc sur le contrôle et la prévention de la propagation des maladies virales des plantes à racines et à tubercules. À l'appui, une application Plante Village Nourou pour un contrôle efficace. Ils n'auront plus besoin de faire recours à des spécialistes au labo, parce que l'application leur permettrait directement de dire, à travers la prise de photo, de quelle pathologie souffre la plante. Alors, suite à cela, ils pourraient faire recours aux spécialistes qui vont faire 2 analyses au labo pour confirmer si réellement c'est de cette pathologie à laquelle elles sont même d'une autre pathologie. Le manioc, c'est un produit qui est répandu sur tout le territoire.
qui constitue le principal aliment des petits producteurs, surtout en période de soudure. Et donc à travers cette campagne-là, je pense que c'est une initiative qui permet d'informer les paysans sur les maladies qu'ils croisent dans leurs champs et de leur donner des conseils. Le manioc occupe une bonne place dans l'alimentation en Afrique. Cette campagne de sensibilisation fait partie des activités de l'Université de Lomé. Nous ne voulons plus être surpris comme on l'a été avec la pandémie Covid. Aujourd'hui, il nous faut anticiper sur ces maladies qui sont pratiquement à nos portes. Donc le paysan, ça permettra aux paysans non seulement de connaître toutes les pathologies, mais également de savoir quand ces pathologies arrivent, quelles sont les dispositions à prendre. Ensemble, sauvons notre manioc, une campagne qui s'étend à 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. But essentiel, faire de la culture du manioc une activité qui survit à tous les aléas climatiques. Un groupe de femmes pense aussi à l'amélioration des conditions de vie des femmes commerçantes des grands marchés du Togo. Une préoccupation aujourd'hui légitime car elles sont très nombreuses à ne pas connaître leurs droits et devoirs, surtout les démarches pour profiter des subventions de l'État. Compte rendu, Gisèle Kozona, commentaire, Karine Olanlou. 0,2%, c'est la contribution au PIB par le commerce au Togo. Dans ce secteur, on retrouve beaucoup de femmes, mais ces dernières se confrontent de plus en plus à des difficultés. Le produit qu'on paie maintenant, ça devient cher. Depuis nos grossistes, là, ils nous vendent cher. À notre tour, si on revend, les gens disent que c'est cher chez nous, vaut mieux d'aller chez eux et prendre là-bas. Donc, on ne vend plus. On rencontre beaucoup de difficultés dans nos activités. Je suis une revendeuse de pagne. Quelqu'un qui a des difficultés à manger, va-t-il s'intéresser au pagne? Des préoccupations que prend désormais en compte l'association togolaise Femmes et Sida. Son outil, le projet Appui à la protection des femmes commerçantes des grands marchés du Togo. L'objectif principal, contribuer au développement économique de leurs activités. Le projet est étalé sur 2 ans. Donc il y aura des formations, il y aura des plaidoyers, il y aura des émissions à travers les médias afin de trouver une solution idoine et améliorer leur action. Qu'elles soient épanouies dans leur action, qu'elles arrivent à mobiliser les capacités qu'il leur faut pour évoluer dans leur action. Il faut qu'elles aient l'accès au crédit facile et à moindre taux d'intérêt et souscrire à l'assurance. La TFS a pour credo la lutte contre les différentes formes de violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Elle œuvre également pour le renforcement de leur position sociale ainsi que la promotion de leurs droits humains et économiques. Au-delà de son handicap visuel, il trouve un moyen pour faire parler son talent, son génie créateur. Cosme, vous allez le voir, est un artisan et a une manière toute particulière pour donner forme à ses œuvres. On le découvre ensemble dans ce dossier de la rédaction signée Yata Ratem. D'aveugle mendiant à entrepreneur, c'est l'histoire de Cosme, bien habile de ses mains. Ses produits, des chaises et des serpillères médicales, des objets faits à la main. Non, le toutou à fort, les dia. Attention, allô. Si vous utilisez mes serpillères, vous éviterez la tension et les autres maladies associées. Elles vous permettent de vous remettre de la fatigue. Cosme refuse la mendicité. Son savoir-faire, il le met au profit de son métier. L'handicapé visuel veut bien vivre de son art, mais des difficultés subsistent. La principale, la vente de ses produits. Je sollicite une assistante pour écouler mes produits et vivre ainsi de mon métier. Également pour l'achat de mon matériel de travail. Cette aventure dans l'entrepreneuriat a été possible grâce au soutien de l'association Mivo Azon. On a essayé de le former à pouvoir comprendre que la mendicité ne fera pas vivre son homme, mais que c'est par son travail qu'il doit pouvoir vivre. Maintenant, on lui a aussi appris à comment travailler de sorte à ce que les gens puissent vraiment être intéressés par ce qu'il fait et pouvoir acquérir son produit. Puis on est en train de développer des partenariats pour lui, des marchés, afin que lorsqu'il produit, ça puisse être écoulé. Le mendiant devenu artisan fait ainsi de son handicap une force.
Être non-voyant et entrepreneur est donc possible. Un bel exemple de résilience. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 8 avril 2022 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 956, un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 650, 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 34 et le nombre de décès est de 272. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 7 avril 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin Grand Lomé, 497 813, région maritime 114 438, région des plateaux 233 380, région centrale 148 170, région de la Cara 254 403, région des Savanes 234 489, soit un total de 1 482 693. Nombre de personnes entièrement vaccinées 18 ans et plus. Grand Lomé 491 170, région maritime 103 700, région des plateaux 135 609, région centrale 105 428, région de la Cara 188 698, région des Savanes 180 394, soit un total de 1 205 059. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel, Grand Lomé 30 269, région maritime 1058, région des plateaux 3640, région centrale 4733, région de la Cara 5468, région des Savanes 8055, soit un total de 53 223. Taux de couverture vaccinale, 37% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 30% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 120 771 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 22 598 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées de 2 884 344. Situation également rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et on revient une fois de plus sur cette information. Le président de la République, Faurice Ozimnania Singbe, a ouvert ce 6 avril 2022 à Kara le premier séminaire gouvernemental de l'année 2022. La rencontre prévue pour 2 jours vise essentiellement à faire le point sur le niveau d'avancement des projets et actions prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale. Sont notamment concernés le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes, Savane-Yalim, la couverture santé universelle, l'accès de tous à l'électricité, l'eau potable et l'assainissement, la construction de logements, de pistes rurales et ponts, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 15 communes. L'agenda du séminaire a prévu pour le compte de ce premier jour les présentations détaillées sur l'état d'avancement des différents projets sur les départements ministériels concernés. Les interventions sont surtout destinées à préciser notamment l'état d'avancement traverse de la feuille de route, des catalyseurs du renforcement de l'exécution et la mise en œuvre du dispositif de pilotage. Des échanges thématiques sont retenus au 2e jour du séminaire avec l'appui de plusieurs experts. Ils sont relatifs, entre autres, au projet d'amélioration de la compétitivité du secteur logistique via la réforme du port, la digitalisation, l'agriculture, la transformation et la modernisation de l'État, les partenaires publics et privés. Les premières images maintenant du concours, la phase régionale du Festival national de danse traditionnelle du Togo dans la région des Savanes. Appréciez la sortie des groupes constitués avec Gérald Agoutou. La phase régionale du Festival national de danse traditionnelle FESNAD a tenu toutes ses promesses dans les savanes. 7 groupes venus de différentes préfectures ont compéti à travers des chants et danses pour valoriser la diversité culturelle dans les savanes. Les critères de sélection sont définis par avance et envoyés à chaque groupe. L'entrée et la sortie sur scène, l'occupation de la scène, l'esthétique d'ensemble
se présentent. Il y a donc le temps imparti, qui est 15 minutes qu'on leur a donné à chacun. Les résultats sont acceptés. Le jury a tranché à l'issue des différentes prestations pour tirer 2 groupes qui vont représenter la région des Savanes à la phase nationale. Hiro de Tandouaré, Doba de Saint-Cassé. C'est la danse traditionnelle que d'habitude nous employons dans nos villages. Par exemple, au moment de funérailles ou bien s'il y a une fête, on organise. Doba. C'est une danse traditionnelle en pays Bissa qui est exécutée lors de l'intronisation d'un chef traditionnel. Une danse qui permet, qui donne la paix, qui donne l'union, qui crée de la fraternité. À travers ces expressions, le ministère en charge de la culture entend faire du patrimoine culturel immatériel un levier de développement. Le SNAD a permis de faire un gros plan sur beaucoup de danses qui étaient méconnues dans la région, parce qu'il y en a qui sont connues, mais il y en a aussi qui existent, mais qui étaient méconnues du public. Donc c'est ce à quoi on a assisté, notamment la danse des Peuls, la danse d'Oba, auquel on a assisté. Donc c'est l'occasion de dire merci au président de la République et son gouvernement, qui ont bien voulu que cette activité puisse renaître de ses cendres, parce que depuis 2 ans, elle a été mise en veilleuse à cause de la maladie Covid-19 que le monde entier a connue. Ces 2 groupes retenus sont attendus au Palais des Congrès de Lomé le 26 avril prochain pour la phase finale sur le plan national. Ainsi prend fait cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.